Bonjour docteur Vignet-Clermont. Tout d'abord, je tiens à vous remercier vraiment très chaleureusement d'avoir accepté pour les adhérents d'Ouvrir les yeux de compléter les informations qui ont été diffusées dans le reportage de l'émission de France 5. Alors, la première information qu'il est intéressant d'avoir, il me semble, c'est que vous puissiez expliquer la différence qu'il y a entre les possibilités de lecture pour Thibaut. Alors, on le voit approcher une tablette de ses yeux dans le reportage. Donc aujourd'hui, son potentiel de lecture n'est pas celui qu'il avait au point le plus bas lorsque sa vue s'est dégradée. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer un peu plus cette différence dans sa capacité à lire cette tablette? Alors, c'est une très bonne question parce que, en fait, si on a tourné cette séquence, c'était justement pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que Thibaut ne pouvait pas faire avant et ce que Thibaut pouvait faire maintenant. Et clairement, ce que l'on voit, en fait, alors effectivement, c'est important pour vos adhérents de le préciser, c'est que la lecture de Thibaut se fait extrêmement près et qu'il persiste, en fait, des difficultés visuelles et qu'il persiste un scotome central. Thibaut, en fait, initialement, ne pouvait lire aucune lettre sur l'écran que je lui présente, qui est un écran standard, hein, qui est une échelle de Parisot absolument standard. Donc, il n'avait pas Parisot 28. Et là, il lit un Parisot 10, 12, en fait, en se rapprochant à 10 cm, ce qui veut dire qu'effectivement, il joue ou il jongle avec le scotome central et qui se met en fait à la limite de ce scotome pour arriver à lire. Donc en fait, il ne lisait pas du tout avant ça et maintenant il arrive à avoir des textes. Alors sur le plan pratique, ça veut dire qu'il peut en fait utiliser son téléphone par exemple et qu'il arrive à lire ses SMS, ce qu'il faisait absolument pas. Qu'il arrive maintenant à utiliser des logiciels de grossissement, hein, mais bien évidemment, en tout cas chez Thibaut, il ne lit pas sans aide ou sans système pour zoomer son texte. Merci à vous. Alors, j'ai noté que Thibaut était passé d'un système de lecture vocalisé pour avoir maintenant un système avec grossissement. Quels sont les autres changements qui ont pu intervenir dans son quotidien? Alors en matière de déambulation classique, en fait, ça veut aussi dire, mais ça avait déjà été signalé par d'autres personnes, que par exemple pour prendre le métro, ça permet en fait quand même de déchiffrer certaines destinations. Par contre, effectivement, quand on s'intéresse à des choses comme la conduite automobile, bon, il faut 5 dixièmes et donc il ne les a pas. Et surtout, il ne faut pas de déficit dans le champ visuel central et il y en a toujours un. Donc la conduite automobile reste impossible dans des cas comme le sien. Alors, merci pour ces précisions. Et alors, il y a un autre moment dans le reportage où Thibaut évoque sa pratique du football. Alors, ça peut paraître de prime abord surprenant, puisque il a toujours une tâche sur la vision centrale, donc un scotome. Donc, comment est-ce que vous expliquez sa pratique là, sportive? Comment est-ce qu'il fait pour jouer au football? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a, en fait 2 choses qui interviennent, hein. Heu, Probablement la diminution de la taille du scotome, et peut-être sa profondeur, qui est liée, au traitement, mais elle n'est pas liée qu'au traitement. Je pense qu'elle est liée aussi à la prise à la rééducation dont Thibaut, a bénéficié et ça tous les patients, le disent, ça leur fait beaucoup de bien. Et cette rééducation, elle est liée finalement, elle repose sur l'utilisation, la meilleure utilisation de la vision existante. Et effectivement, le développement, et on en a parlé, de la plasticité cérébrale, hein, qui fait qu'il y a d'autres zones du cortex qui se mettent j'allais dire, qui se mettent en mouvement lorsque on perd de la vision.
hein, et ça, c'est probablement particulièrement vrai chez les patients jeunes. En tout cas, moi, ce que j'observe quand je suis les personnes atteintes, j'allais dire de manière assez rapprochée au début, c'est vrai que la rééducation orthoptique joue un rôle, les ergothérapeutes quand il y en a qui interviennent, et tout ça repose sur la plasticité cérébrale et elle est particulièrement bonne ou elle est meilleure chez les jeunes, clairement. Vous soulignez donc l'importance de la rééducation orthoptique pour les patients. Alors moi c'est clair, hein, quand je vois les personnes, je fais trois choses, hein. La première, c'est de leur expliquer la maladie, et la deuxième, c'est de mettre sur la table, j'allais dire, tout ce qui peut les aider. Et tout ce qui peut les aider, c'est éventuellement les traitements, et donc leur expliquer les différents traitements, la Raxone, si la mutation est ND4, la possibilité des essais de thérapie génique, et de mettre en place à la fois, faire des demandes à la fois de prise en charge de rééducation base vision, et puis tous les dossiers MDPH, etc. Parce que, en fait, tous les systèmes d'aide visuelle vont reposer aussi là-dessus. Donc, je pense qu'il faut que les gens entreprennent toutes ces démarches. C'est beaucoup d'informations, donc, et je leur donne vos coordonnées parce que je pense qu'il faut que tout ça se mette en place. C'est important, quoi, je veux dire, c'est vraiment le plus important. Vous confirmez donc que pour ce qui concerne Thibaut, il y a bien eu une injection de Lumevoq et en plus de la rééducation orthoptique et une prise de Raxone. Il y a eu tout ça, bien sûr, et en fait, il a intégré l'association Valentin OI pour avoir une formation. Et en fait, je pense qu'une des bonnes rééducations, c'est aussi de faire travailler sa vision, la vision résiduelle. Et à mon avis, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens, quelle que soit la pathologie, des yeux, c'est fait pour servir. Donc, quelque part, quel que soit le degré de vision résiduelle, dès qu'il y a une vision qui peut être utilisée, il faut l'utiliser, même si c'est très fatigant, même si ça prend beaucoup de temps, même si c'est décourageant. Je pense que c'est important, quoi, de faire travailler. Ça fait aussi travailler son cerveau. Très bien. Alors, Lumevoq aujourd'hui n'a pas encore d'autorisation de mise sur le marché. Il est donc en autorisation temporaire d'utilisation qu'on appelle ATU. Donc, actuellement, une personne qui déclenche, jusqu'à quel moment après le déclenchement peut-elle avoir une injection de Lumevoq? Et si l'autorisation de mise sur le marché est obtenue, dans quel délai est-il prévu que cette injection se fasse après le déclenchement? Alors là, on a les éléments de réponse, en tout cas pour la PU, donc ça veut dire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on se base sur les études qui ont été publiées, hein, les deux études de phase 3, Rescue et Reverse. Et donc, on propose une injection un an, enfin, jusqu'à un an après l'atteinte visuelle, en sachant que si c'est 13 mois, bah, et qu'il y a un œil qui était avant et l'autre, voilà, on peut tout à fait on peut aller jusqu'à 13 mois, mais à partir du moment où les études qui ont été faites ont porté sur des personnes qui avaient leur maladie depuis moins de 12 mois, on se base là-dessus pour proposer cela. Maintenant, ce qui est certain, c'est que quand on regarde les résultats de Rescue et de Reverse, on n'a pas l'impression finalement que lors que le processus a démarré, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on pensait que si on injectait très 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 tôt, peut-être que ce serait mieux. Je ne suis pas sûre qu'on ait les éléments de réponse pour l'affirmer à l'heure actuelle. Probablement Reflect va apporter des arguments supplémentaires, mais en tout cas pour l'instant c'est moins d'un an. Et à l'avenir, eh ben, quel sera le délai je pense que l'AMM, enfin je suis sûre que l'AMM a été demandé avec ce délai. Après, rien n'empêche, si l'AMM était attribuée pour les moins d'un an, de faire des études pour voir si on peut pousser un petit peu le curseur et jusqu'à quel point on peut pousser le curseur. Ce qui est certain, c'est que mon impression, c'est qu'en plus du délai, il y a quand même une question de sévérité de la maladie. C'est-à-dire que même si c'est une maladie très sévère, on a quand même l'impression qu'il y a des formes plus sévères que d'autres. Et dans ces formes extrêmement sévères, il y a vraiment un moment où on est avec une grande perte en cellules ganglionnaires et je ne suis pas sûre que ce soit raisonnable de pousser le curseur. Donc, il y a peut-être un facteur composite finalement si on va sur des formes un peu plus chroniques.
Alors, vous soulignez à quel point il est important, que le diagnostic soit fait le plus tôt possible et actuellement avec l'autorisation temporaire d'utilisation, donc l'ATU, il y a une tolérance jusqu'à 13 mois après le déclenchement pour une injection. Dans le cas d'une autorisation de mise sur le marché, est-ce que ce délai sera, différent, enfin plus Ah strict? bah, quand il va y avoir une AMM, ce sera strict. En fait, le fond du Oui, problème, là où on pousse les 13 mois, c'est que quelquefois, on fait la demande, si vous voulez, au bout de 8, 9 mois, et puis ça met un petit peu de temps. En plus, actuellement, et c'est pour ça que j'ai poussé un petit peu de temps en temps, c'est il y a des délais d'acheminement. C'est pas si simple que ça. Donc, si la demande a été faite à 8, 9 mois et que pour des raisons techniques, et c'est là que j'ai poussé un peu, parce qu'il y a eu le confinement, parce qu'il y a eu des délais d'acheminement, etc., c'est là qu'effectivement, j'ai été quelquefois jusqu'à un petit peu plus d'un an. C'est pour pas pénaliser des gens pour lesquels oui. la demande avait été faite dans les délais. Et j'allais dire, les circonstances ont fait qu'on était un petit peu au-delà. Et je pense que non, Mmh. après, une fois si l'AMM est accordée et si on est sur une situation, j'allais dire, sanitaire beaucoup plus régulée, on sera à 12 mois. Ouais. D'accord. Alors vous évoquez le degré, de sévérité, alors une question qu'on nous pose, fréquemment, c'est lorsqu'un membre d'une famille, déclenche, cette pathologie, est-ce que s'il est sévèrement atteint, est-ce que c'est un pronostic, pour, le degré de sévérité pour les autres membres de sa famille? Non, heureusement, Oui. il y a je pense qu'il y a vraiment une hétérogénéité dans la sévérité au sein d'une même famille, donc Mmh mh. d'un même génotype. Bon, là D'accord. aussi, pour les autres neuropathies optiques héréditaires, c'est encore plus marquant pour l'OP1, par exemple. Mais, Mmh mh. et même dans les berges, je trouve qu'il y a vraiment des formes qui sont plus sévères que d'autres et au sein d'une même famille. Et comment vous définiriez-vous les critères de sévérité? Malheureusement, je pense que quand la vision baisse, il y a vraiment les gens arrivent pratiquement tous à ne plus lire de lettres du tout finalement. Heu Mmh mh. et en fait, à ce moment-là, il y a ceux qui vont quand même récupérer un peu et ceux où ça j'ai du mal en fait, à ce stade-là, à dire, dans quelle «case» entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais on va Oui. pouvoir ranger les personnes. Non, c'est un peu difficile, mais Mmh mh. c'est vrai qu'il y a vraiment des différences, ouais. Ouais. Et Donc on malheureusement, on les voit souvent, c'est à 6, 8 mois qu'on se dit: «Tiens, là, c'est vraiment» voilà. Parce que Mmh la mh. structure est très atteinte, parce que la fonction est très atteinte. La fonction est toujours très atteinte et la structure l'est toujours aussi, mais il y a des nuances qui, moi, m'ont étonnée. Je pensais que c'était Mmh. plus homogène. Donc vous mesurez cela, grâce à un examen qu'on appelle OCT, il me semble, et qui mesure, l'altération des fibres optiques? Oui, oui, les 2, la structure et la fonction, en fait, hein. Parce que l'OCT est D'accord. tellement bas, si vous voulez, que vous arrivez à ce que les anglo-saxons appellent un effet plancher, finalement. Oui. Mmh. Si vous voulez, quand vous êtes à une moyenne de 40 microns sur une norme à 90, donc ça veut dire que vous avez perdu plus de la moitié de vos fibres. Vous êtes vraiment sur une machine qui a quand même 4 microns de définition. Donc 4 microns sur 40, ça fait 10, c'est énorme, finalement. Mmh. Même sur des très belles machines qui fonctionnent bien, Mmh. quoi. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces précisions, parce que c'est vrai, c'est toujours intéressant de savoir comment sont mesurés les facteurs de sévérité. Et dans le cas de Thibaut, est-ce que, vous pouvez nous dire, si sa récupération, donc le phénomène de récupération qu'il a connu est équivalent pour toutes les personnes qui ont reçu une injection de Lumevoq? Alors, je vais vous répondre en fait par une réponse de Normand, c'est dire à la fois oui et non. Oui, elle est représentative en termes de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne faisait pas avant et de ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il a récupéré une vision, ce qui lui permet de se débrouiller beaucoup mieux avec des grossissements moindres en lecture. Ça lui permet aussi probablement de se déplacer un peu mieux, ça lui permet de rejouer, il l'a dit, au foot, mais ça ne permet pas effectivement de conduire une voiture. Alors, est-ce qu'elle est représentative? Oui, je pense que ça, c'est assez représentatif en termes de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. En tout cas, il y a des cas qui ont été d'amélioration
exceptionnels qui ont été décrits. Nous, personnellement, enfin, moi, les patients que j'ai eu à prendre en charge, les améliorations que j'ai vues étaient des améliorations de ce type-là, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins, quelquefois pas. Mais on est bien dans cette gamme d'améliorations. Après, si on veut parler chiffres, et là, je lis mes antisèches parce que bah, c'est toujours des moyennes et c'est ce qui ressort des études, des papiers publiés. Donc là, c'est le dernier dans Frontières Neurologie. Ce qu'on sait, c'est que parmi les patients injectés, parmi les yeux des patients injectés, eh bien, on en a 17% qui ont une acuité qui est supérieure à un dixième. Je n'ai pas de barre haute, donc je ne peux pas vous donner la moyenne, la médiane, l'écart type, je ne l'ai pas. Par contre, et que c'est mieux que ce qu'on observe naturellement, puisque naturellement, sur les papiers qui ont été publiés, on était à 7%. Donc on a 17 versus 7. Mais ça veut dire qu'il y a encore effectivement 83% des yeux en fait, qui ont un dixième ou moins, ce qui est quand même une proportion qui n'est pas négligeable. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse. Et encore une fois, ce n'est pas une réponse individuelle, c'est une réponse statistique, ce qui n'est jamais très satisfaisant. Donc, lorsqu'il y a récupération, vous confirmez que cette récupération se fait à des degrés variables. Et est-ce qu'elle se fait sur les deux yeux? Oui, oui, c'est une très bonne question. Ça a été la grande surprise. Effectivement, la récupération s'est faite sur les deux yeux. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu des injections avec des immunomarquages de macaques en fait, par les équipes italiennes qui ont montré que le produit effectivement avait un passage, on ne sait pas trop comment, mais on en a retrouvé de l'autre côté au niveau du nérotique controlatéral et même du chiasma controlatéral. Voilà. Je tiens à vous remercier vraiment très sincèrement, docteur Vignal-Clermont, pour le temps que vous nous avez accordé et pour toutes ces précisions qui sont vraiment essentielles. Et merci pour ce que vous faites pour les patients, vous aussi, parce que c'est très important, je pense. Ouvrir les yeux est à l'écoute de toutes les personnes qui sont concernées par les neuropathies optiques héréditaires. Et à travers tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, on se rend compte à quel point il est important d'avoir un diagnostic précoce et également toutes les informations que nous faisons passer à tous ceux qui viennent vers ouvrir les yeux, c'est aussi de l'importance d'aller dans un centre de référence maladies rares pour être répertorié. Et puis aussi, ce que nous proposons à l'association, c'est évidemment une mise en lien des familles, des proches, une écoute vraiment la plus grande possible. Et donc, dans ce que vous nous avez aussi précisé, c'est toute l'attention que portent les malades à la recherche et au suivi de tout traitement qui pourrait être bénéfique pour les personnes atteintes de neuropathie optique héréditaire. Merci encore à vous, docteur, et à bientôt. Bonne journée à vous. Bonne journée.